Bonsoir. Cyril Pingan, pour nous parler de l'histoire de la gastronomie française. Alors pourquoi inviter Cyril Pingan pour ripaille, notamment histoire de la gastronomie française, Mathieu Bocoté? La période de l'année s'y prête, non? C'est-à-dire, on traverse l'année à coups de polémiques, de controverses, le sentiment intime de la catastrophe de notre temps. Et le temps des fêtes, c'est l'occasion aussi de renouer avec la meilleure part de l'existence, la famille et la ripaille. Et de ce point de vue, la gastronomie française étant une des preuves de l'existence de Dieu, pourquoi ne pas en parler aujourd'hui? Cyril Pingan, bonsoir. Bonsoir. Alors, question première, donc gastronomie française, gastronomie italienne, gastronomie polonaise probablement. Reste à voir combien il y en a dans le monde, mais la gastronomie française est vue les temps comme la gastronomie de référence. Quel est son point de départ dans l'histoire, le point d'origine de la gastronomie française? Alors déjà, merci pour votre invitation. La gastronomie française, bon, vous avez à peu près 2 heures devant vous pour que je vous explique ou pas? Non. Un peu moins. Un peu moins, j'imagine. Donc la gastronomie française, pour moi, elle a commencé vraiment au Moyen-Âge, puisqu'elle s'est structurée vraiment au Moyen-Âge avec les corporations, avec les premiers fromages, avec les vins monastiques. C'est beaucoup les monastères qui ont créé ça au Moyen-Âge, les corporations avec les différents métiers. Et il y a vraiment après, un peu plus tard, un tournant qui est le XVIIe siècle, où la cour de Louis XIV va vraiment commencer à faire de la ripaille à la française, à faire de la diplomatie aussi par la table. Donc Louis XIV va prendre tout ce beau monde et faire des grandes tablées. Donc on va dire qu'elle a commencé vraiment avec ses 1000 ans de fondation au Moyen-Âge et elle a commencé à exister pour moi vraiment avec Louis XIV jusqu'à la Révolution, toute cette diplomatie à la française. Alors, le titre de votre ouvrage, c'est ripaille. Ripaille, donc c'est un mot qui ne réfère pas exactement au repas sophistiqué avec des petites portions, le repas sophistiqué qui est à la mode aujourd'hui, où on sort de table et on a encore plus faim que lorsqu'on y entre. Donc, pourquoi avoir choisi ripaille plutôt que gastronomie, plutôt que banquet? Que veut dire le mot ripaille dans votre titre? C'est un mot un peu actuel finalement, puisqu'il y a pas mal de monde en France qui retourne vers cette ripaille, qui retourne vers du gras, du beurre, des recettes traditionnelles, des recettes régionales. Donc pour moi, je trouvais que ce mot évoquait un peu plus qu'une gastronomie healthy food, comme on dit maintenant, et pouvait parler au cœur de gens qui aiment justement le terroir, les traditions et les grands banquets, comme on peut le voir de plus en plus en France. Alors, c'est un autre beau mot, banquet, ripaille, tout ça va ensemble. Alors, normalement, quand on pense à l'Europe, j'ai dit tantôt à la Pologne par amusement, c'est-à-dire personne ne se dit tiens, la gastronomie polonaise est une gastronomie de référence, non. Mais vous allez avoir des adversaires qui vont vous dire c'est bien la gastronomie française, mais il y a la gastronomie italienne. C'est vrai. Laquelle des deux l'emporte selon vous? La française, bien sûr. Pourquoi? Bien sûr. En fait, c'est 2 gastronomies complètement différentes, puisque la gastronomie italienne, c'est avant tout la cuisine du peuple. C'est vraiment une cuisine qui a été créée par le peuple. L'unité de l'Italie est beaucoup plus récente que celle de la France. Donc on a une gastronomie qui est très différente de la nôtre, qui a été beaucoup plus aristocratique, qui s'est nourri autant de son peuple. Voilà, pour moi, nos grands-mères cuisinent aussi bien qu'Escoffier et inversement. Mais on a vraiment cette cuisine du peuple et cette cuisine aristocratique qui s'est mélangée pour faire quelque chose de différent par rapport à l'Italie. Et finalement, pour moi, la gastronomie française est au-dessus puisqu'elle est antérieure à l'Italie, elle est un peu plus sophistiquée et un peu plus globale. On a des fromages, des vins, des plats en sauce. On a un peu plus de choses que l'Italie. Mais bon, un Italien me dirait le contraire, évidemment. Arthur de Vatrigan. Alors, la gastronomie, ce sont des plats, des banquets, mais avant les plats et les banquets, il y a l'animal, et puis entre les deux, il y a le produit. Et vous avez dit que la gastronomie était née ou datée du Moyen-Âge, et vous racontez dans votre livre, qui est passionnant, que j'invite tous nos téléspectateurs à l'acheter, bien évidemment, c'est la boucherie. La boucherie, vous dites, c'est une tradition unique au Moyen-Âge. En quoi c'est une tradition unique au Moyen-Âge? Est-ce que c'est vraiment une invention française et comment elle se développe au Moyen-Âge? Alors non, c'est pas forcément une invention française, évidemment, la boucherie et dans pas mal de pays à l'époque. Mais c'est vrai que la corporation des bouchers s'installe dès le Moyen-Âge et c'est ce qui fait son unicité en Europe au moins. Évidemment, je connais pas toutes les gastronomies dans le monde, mais en tout cas en France, on a une manière de découper la viande à la française. Un boucher français ne va pas préparer sa viande exactement comme l'italien, l'espagnol ou l'anglais. Alors, je reviens à la marque distinctive de la cuisine française. Parce qu'à l'étranger, on voit ça notamment dans le cinéma américain. C'est-à-dire que l'endroit sur Terre où on mange bien, c'est probablement Paris. Mais quelle est la marque distinctive de la gastronomie française? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on dise là, c'est français, ça ne peut être que français? Oh,
C'est très large. C'est très large puisque c'est déjà les arts de la table, c'est l'art du terroir, c'est la transmission aussi entre les générations. Et pour moi, il y a quelque chose qui est très important et vraiment que j'aime faire, c'est rester très longtemps à table. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de pays qui ne comprennent pas pourquoi on reste autant de temps à table. Donc on arrive à faire justement des repas très longs, très découpés, entrées, plats, desserts, fromage, digestif, apéro dans le désordre. C'est très long, c'est très marqué, très hiérarchisé. On a plus qu'une gastronomie, on a tout un art qui est autour. Et c'est pour ça que l'UNESCO, en 2010, a sacré la cuisine française en protégeant en fait le repas gastronomique des Français et pas la gastronomie française. C'est encore plus large. Alors, vous me conduisez à la question, bon, c'est le temps des fêtes, donc on ne veut pas être désagréable, mais je poserai la question assez dérangeante. Est-ce que l'art de vivre à la française, on en parlera aussi en deuxième partie de l'émission avec nos autres invités, mais l'art de vivre à la française, donc passer beaucoup de temps à table, l'art de la coupe pour les viandes, le fromage, le vin, est-ce que toute l'époque ne conspire pas contre cela? Je pense tout à la fois, hein, une alimentation light, une alimentation végane, l'idée qu'on doit prendre peut-être son sandwich en 15 minutes devant son ordinateur et certainement pas honorer la tradition du déjeuner. Alors, mais est-ce que de ce point de vue, la France n'est pas par sa gastronomie contre-révolutionnaire? On a des temps difficiles, mais pour la gastronomie française, je pense qu'on a encore de belles heures devant nous. Il y a énormément de Français qui se réapproprient cette gastronomie, qui continuent à la perdurer, qui continuent à la transmettre. De quelle manière ils se la réapproprient? Justement, on peut parler d'un retour au terroir, un retour à la ripaille, justement, avec pas mal d'acteurs, que ça soit médiatique ou sur les réseaux comme je peux le faire et comme d'autres le font. Il y a vraiment un intérêt très concret par une partie de la population française pour ces traditions, ces plats régionaux et de rester sur des banquets de plus en plus longs aussi. Là, on est sur une période de fête où la plupart des Français vont être à table très longtemps pour des bons produits, pour vraiment fêter la fin d'année. Donc ça continue à perdurer et je pense que ça sera encore pendant longtemps. Alors, racontez-moi un parcours de conversion. J'imagine un jeune homme d'aujourd'hui, un habitué du burger. C'est mon cas. Ah oui, d'accord. Ah oui, mais alors, je suis converti. Donc vous convertissez... Ah oui, vous êtes passé du burger. Ah oui. Je craignais que vous me parliez de votre passion actuelle pour le burger. Je me disais qu'il y a... J'aime aussi. D'accord, mais imaginons quelqu'un qui ne mange que des burgers, un buveur de soda, un passionné des desserts industriels. Comment ce jeune homme se convertit-il à la gastronomie à la française? Alors ça, c'est un cheminement personnel, j'ai envie de dire. Mais moi, je disais que j'étais un converti puisque, enfant des années 90, j'ai eu pas mal de nourriture surgelée ou de choses qui étaient, qui venaient de la grande distribution. Et le lien avec la gastronomie s'est fait beaucoup par l'histoire. C'est pour ça que mon livre parle d'histoire et de gastronomie. Et c'est vrai que quand on voit certaines émissions télé, certains contes, on a envie finalement de se réapproprier sa gastronomie, comme pas mal d'autres choses évidemment. Mais moi, ça a été le cas en tout cas en passant de quelqu'un qui buvait très peu de vin, du surgelé, des fast-food, et qui, il y a une dizaine d'années, qui suis complètement tombé amoureux de la gastronomie française par le prisme notamment de l'histoire. Diriez-vous par le prisme de l'identité aussi? Oui, bien sûr. Je me suis réapproprié mes spécialités locales. Moi qui suis alsacien aussi, j'avais un boulevard à redécouvrir aussi sur la nourriture alsacienne. Donc j'en ai fait aussi quelques-unes depuis 15 ans, oui, en effet. Se noyer dans la choucroute. Voilà. Arthur de Matrigan. Et les wrestling qui vont ensemble. Exactement. Oui, d'accord. Mathieu disait que pour l'américain, la gastronomie, c'était Paris. Donc si on le laisse dire ça comme ça, le lyonnais va devenir fou. Et si le parisien n'ignore pas complètement que l'existence de Lyon et du lyonnais, c'est parce qu'il y a la gastronomie et surtout la mer Brasier. Et vous lui accordez un chapitre. Alors moi, j'avais oublié, c'est que la mer Brasier a cumulé 3 étoiles pour ces 2 restaurants. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de ce mythe? Parce qu'on entend beaucoup le nom, la mère Brasier, mais on ne connaît pas forcément toute l'histoire de cette dame. En fait, c'est l'histoire des mères lyonnaises qui ont construit la gastronomie lyonnaise, qui est la capitale de la gastronomie. Donc, pour moi, il y a vraiment rivalité avec Paris, évidemment. Mais toutes ces femmes lyonnaises qui avaient un tempérament de feu et
une capacité de travail et de créativité qui était vraiment impressionnante et qui, entre 1850 et 1950, ont construit et ont favorisé la cuisine lyonnaise, dont notamment la plus connue, qui est la mère Brasier. Alors, faisons le contraste. À quel moment, parce qu'on constate bien néanmoins l'invasion de l'ensemble du monde, mais de l'Europe, de la France aussi, par le fast-food nord-américain, ou le fast-food plus généralement, à quel moment est-ce que cette invasion a lieu et à quel moment le type de résistance ou de dissidence gastronomique que vous proposez par la ripaille prend forme? Alors, comment on peut résister à une attaque aussi lourde? Ça va être compliqué, évidemment. C'est justement en parlant de notre histoire, en parlant de nos plats, en mettant en avant notre cuisine. On a les réseaux sociaux. Souvent, les gens tapent un peu sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a une vraie contre-révolution qui se fait actuellement sur les réseaux sociaux, donc avec ce qu'on appelle le food porn, le food art, il y a food partout. Les gens peuvent voir autre chose que ce qu'ils ont maintenant à tous les coins de rue, c'est les fast-food. Maintenant, on voit d'autres choses et on se réapproprie justement cette gastronomie par la photo, par la vidéo, et il y a toute une mouvance qui commence à naître, et je pense que c'est le début d'une révolution beaucoup plus importante. Alors, c'est une impression que j'ai souvent eue, vous me direz si je me trompe. J'ai l'impression que dans nos pays aujourd'hui, pas seulement que la France, les produits du terroir, les produits de qualité, les meilleurs produits sont moins populaires aujourd'hui, paradoxalement, qu'ils ne sont conservés que par le sommet de la société. Donc, des restaurants étoilés, et ainsi de suite, ont la fidélité aux produits du terroir, comme s'il fallait avoir les moyens, presque à être riche, pour avoir les moyens d'avoir une cuisine authentique. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est complètement... Ah oui, donc c'est vrai? Oui, pour moi c'est vrai, parce que les produits du terroir sont malheureusement de plus en plus chers. On a pas mal de problématiques avec les agriculteurs, avec les métiers de la cuisine, de la gastronomie, les bouchers, les boulangers. Il y a de moins en moins de monde qui veut aller vers ces filières parce que ça ne rapporte malheureusement plus assez d'argent. Et ce sont des conditions assez difficiles. Et on va dire que l'État actuellement ne favorise absolument pas ça. On le voit évidemment avec ce qui se passe avec notre agriculture. Les produits du terroir viennent de cette agriculture. Donc si on ne la met pas en avant, si on ne la pousse pas, si on ne permet pas aux gens d'en vivre, on va la perdre de plus en plus. On a perdu la moitié de nos agriculteurs depuis 15 ans et ça va continuer à s'accentuer si on fait rien. Donc la gastronomie va être impactée fortement. Les bons produits vont être de plus en plus chers. Et il y aura de moins en moins de personnes pour les travailler. Mais c'est tragique, c'est-à-dire que le populaire survit par le haut. Oui. Les Français n'ont plus accès à leur propre tradition culinaire. Je pense que le Français a toujours été béni parce qu'il a eu la chance de pouvoir, pendant des années, consommer des produits de très grande qualité, des fromages qu'il avait au bout de sa rue. Et maintenant, tout est devenu tellement cher, que ce soit les vins, les fromages, le pain, tout augmente et on a de moins en moins de passionnés pour continuer à les produire. Donc oui, je pense que pour l'instant, on va être dans une impasse bientôt. Mais justement, c'est un peu le discours qu'on entend, c'est que ça coûte très cher et si on a perdu notre souveraineté, parce que je rappelle que pour la première fois, le déficit, la balance va être, qu'on sera en déficit dans notre balance agricole, mais j'ai quand même le sentiment que le patriotisme ou l'identité ou le savoir-faire est aussi à portée de portefeuille parce qu'il y a des choses, des légumes de saison, des fruits de saison, même des viandes et des poissons de saison. Le problème n'est-il pas qu'on a un soft power étranger qui est si fort qu'on ne consomme plus français? Vous regardez le nombre de restaurants asiatiques qui s'ouvrent, comme à une époque, il y avait beaucoup de McDonald's qui s'ouvraient de fast-food américain. J'ai quand même le sentiment qu'il y a une vraie responsabilité aussi des Français et des Français même qui ont peu de moyens, parce que tout n'est pas qu'une question de dire une tomate au mois d'août, elle coûte pas très cher. Une tomate en hiver, oui, elle va coûter plus cher. Oui, bien sûr. Ça, c'est justement le problème, c'est qu'on a coupé aussi le lien qu'avaient les Français avec la terre. Les Français connaissaient tous les fruits et légumes, la saisonnalité. Ça s'est un peu perdu. On voit maintenant des classes de primaire avec des enfants qui ne savent pas faire la différence entre une tomate et une aubergine. Ça fait aussi partie de la transmission qui se coupe à pas mal d'endroits. Et c'est pour ça qu'il faut, je pense, utiliser les moyens modernes pour refermer cette chaîne et de nouveau arriver à transmettre toutes les connaissances qu'il faut pour connaître sa gastronomie, connaître ses produits et avoir envie
débourser des fois un peu plus d'argent pour les consommer. Alors, pour l'instant, on est dans une exploration admirative de la gastronomie française. Je vous transformerai, bien malgré vous, un instant en polémiste. C'est-à-dire, que vous inspire la figure du vegan aujourd'hui? Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, moi, je ne suis pas forcément un anti-vegan. Ça commence mal. Ça commence mal. Hein. Mais je suis honnête. On va dire que le véganisme est resté sur une petite proportion de la population, n'a pas forcément pris une énorme part. Et là, j'ai l'impression que c'est en train un peu de se tasser. Donc, ça a permis de mettre en avant certaines problématiques, notamment au niveau de la viande, de la consommation de viande. Il y a de plus en plus de monde qui dit honnêtement qu'il faut moins consommer de viande, mais de meilleure qualité. Moi, je m'inscris tout à fait dans cette vision des choses. Pour moi, tant qu'il n'y a pas 15-20% de véganes, voilà. Et je trouve qu'ils sont en train de régresser. En tout cas, il faut moins de bruit, donc c'est plutôt positif. Comme dirait l'autre, le nombre et le nombre. Arthur de Vatrigan. Et justement, le vegan, est-ce que c'est pas un choix de luxe, ou est-ce que c'est pas, ça n'existe pas uniquement dans les pays prospères? Parce qu'il y a un chapitre très, très intéressant, passionnant. Le vegan aurait-il survécu à l'encerclement des Prussiens à Paris en 1870, par exemple? Oui, mais parce qu'il aurait arrêté. Il aurait rappelé à nos téléspectateurs ce passage assez fascinant. On s'est retrouvé à manger un peu d'éléphant. De l'éléphant, du chameau. Oui, à un moment, les Parisiens qui étaient encerclés par les Prussiens ont dû abattre les animaux du zoo pour pouvoir se nourrir. Après avoir mangé les chiens, les chats, les rats, donc il y avait vraiment plus âme qui vive dans tout Paris, en tout cas au niveau des animaux. Et je pense que les véganes à ce moment-là peut-être auraient revu un petit peu leur façon de consommer. Mais oui, pour moi c'est quelque chose qui est endémique à un pays qui est riche, évidemment, mais ne comptez pas sur moi pour défendre non plus le véganisme. Alors, on a parlé des véganes, donc de catégories bizarres. Parlons d'une autre catégorie de gens un peu étranges, probablement. Ces gens qui peuvent traverser tout un repas sans penser à prendre un verre de vin, une bouteille de vin. On voit qu'il y a aujourd'hui une baisse de consommation du vin. Il suffit de parler aux cavistes qui nous en témoignent. La disparition des digestifs, la disparition de toute une série d'alcools plus fins. Est-ce que tout cela, pour vous, ça s'inscrit dans un contexte plus large? Comment l'expliquez-vous? Je ne connais pas ces gens-là. Oh, les fréquents des c'est vrai que ça c'est pareil, c'est lié à la santé, donc la loi E20, on pourrait évidemment parler de la loi E20 qui était peut-être d'actualité il y a quelques décennies, mais qui maintenant devrait être beaucoup plus, qui devrait être repensée en tout cas, puisqu'on a vraiment toute une filière viticole qui est en train de souffrir. On a aussi, comme vous avez dit, les digestifs. On a 98% de nos cognacs qui sont exportés, 2% qui sont consommés par les Français. Il faut remettre ça fait partie de nos traditions aussi. On peut de temps en temps boire un verre, ça on le sait tous, il n'y a aucun souci à ça. On peut redécouvrir certains plaisirs avec le vin, avec le cognac, l'armagnac, l'eau de vie. Il y a énormément de choses à remettre et je pense que ça passera par cette redécouverte des traditions. Et c'est aussi quelque chose qui n'est pas forcément simple. Il faut être initié, il faut s'y intéresser. Et c'est ça la problématique actuelle, c'est que c'est beaucoup plus facile d'aller au McDo, de manger du gras et du sucré, que de s'intéresser à un armagnac ou un cognac XO et à comment on le fait. Alors, il nous reste 4 minutes environ. C'est le temps des fêtes. De quelle manière honorer la gastronomie française pendant la période des fêtes? Se faire un immense plateau de sushi pour Noël et pour le jour de l'an? De faire ce qu'on a toujours fait en France. C'est-à-dire qu'il faut se réunir, il faut partager du bon temps déjà en famille, ça c'est très important. Il faut consommer français, des produits de qualité évidemment. Je ne veux pas voir un seul Prosecco sur une table de français aux fêtes. Je veux dire qu'on a des bons produits et qu'il faut profiter de ce bon moment des fêtes de fin d'année pour mettre en avant notre gastronomie, de faire. Mais de quelle manière concrètement, par exemple? On peut partager des spécialités de nos régions. Si on a une famille qui est un peu éclatée dans toute la France, moi j'ai certaines personnes qui. Vous êtes alsacien, vous m'avez dit. Je suis alsacien. Alors comment ça s'organise chez vous? De quelle manière on honore la cuisine alsacienne à Noël et au jour de l'an? On va mettre en avant des produits de nos régions, on va les partager, ça passe beaucoup par le vin aussi dans ma famille, donc on va montrer au grand-père la nouvelle découverte d'un Riesling ou d'un Gewürztraminer,
mon oncle qui est en Auvergne, il va me ramener un Saint-Nectaire fermier. On va tout mettre sur la table. On va passer 8 ou 9 heures pour manger tout ça. Et après, une fois qu'on aura fini, on va remettre la table et on va refaire un autre repas après avoir fait un petit passage par la cave pour remettre les niveaux comme il faut. On dirait que vous décrivez une scène dans le film Le Tatoué. Arthur de Vatrigan, il nous reste Il y en a. Et c'est vrai qu'il y a cette particularité en France, c'est de faire des grands banquets avec comme sujet de discussion ce qu'on va manger ou ce qu'on projette de manger l'année prochaine. Mais justement, est-ce que on dit souvent, vous savez, la France est le pays le plus idéologique, un pays où tout le monde est très politisé. Est-ce que un banquet peut-il être réussi sans engueulade? C'est quasi philosophique. Je pense que oui, et les fêtes de fin d'année sont là surtout pour ça. Je pense que c'est le seul moment dans l'année où on ne doit pas avoir de problématique entre des personnes, notamment d'une même famille. C'est à Noël et c'est à Nouvel An. Après, tout le reste du temps, oui, il faut un peu polémiquer, il faut un peu de politique pour envenimer tout ça, parce que sinon, on ne serait pas français. Donc vous imaginez une forme de banquet, là ça va être le Nouvel An dans quelques jours, où les gens parlent de tout sauf de politique et de religion? Mais c'est atroce. Oui, après, c'est la paix, on va dire, la paix de Noël et de Nouvel An. Pour moi, j'espère qu'elle sera respectée parce que c'est important à ce moment-là. Après, le reste du temps, on peut y aller. Il nous reste le temps, 1 minute 30. Un étranger arrive en France. Il veut découvrir la cuisine française. Il vous prend comme guide. Évidemment, on ne nomme pas de resto directement, on ne nomme pas de marque, mais... il ne faut pas nommer un resto en particulier, mais c'est publicitaire. Mais il vous rencontre, on a 80 secondes. De quelle manière vous lui faites découvrir la cuisine française? Alors, il arrive dans quelle ville déjà? C'est ça aussi la Paris, évidemment. L'étranger commence toujours par Paris. Malheureusement, mais il y a plein de choses ville. à voir en dehors de Paris. Mais en tout cas, ce qui est génial avec Paris, c'est qu'on a un concentré de toute la gastronomie française, régionale française, qui est au cœur de notre ville, de notre capitale. Donc on peut... moi, je commencerai quand même par un Auvergnat, parce que c'est très propre aussi à Paris, et j'irai très très vite vers un Alsacien pour lui montrer, on va dire, 2 types de cuisine. Et donc, soyez concret. L'Alsacien, vous servez quoi? Un Bekehof avant de choucroute, parce que je pense que le Bekehof est encore meilleur, et encore la cuisine du Sud-Ouest, évidemment. Eh bien, un grand merci d'être venu, Cyril Pingan. Je rappelle votre ouvrage « Ripaille, histoire de la gastronomie française ». Vous nous avez donné très faim, cher Cyril Pingan. Dans un instant, on revient pour la suite de Face à Mathieu Bocoté. Arnaud Florac et Romain Saint-Séran seront vos invités. Et là, on va parler non pas gastronomie, mais éducation. À tout de suite sur CNews. 19h30 sur CNews pour la suite de Face à Mathieu Bocoté, toujours avec Mathieu, bien sûr.